Oui, bonjour. En fait, on se présente. Je vais présenter tout le monde. Moi, c'est Francine Ferland, Nadine Martin qui est ici, et Catherine Ferron. Nadine et moi, on est chercheurs d'établissement au CIUS de la capitale nationale et au CIUS de Chaudière-Appalaches. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Catherine, qui est maintenant coordo, ancienne intervenante, qui a déjà travaillé dans les maisons pour femmes violentées, que j'appelle toujours MAL, et aussi en dépendance, donc qui va faire un regard un peu plus clinique sur ce qu'on a eu comme résultat. C'est sûr. Non, mais vous-en. Prenez-vous un petit banc dans le coin, il n'y a pas de problème. On a des chairs en avant aussi. Hein? On peut les amener en arrière, les chairs. En fait, ce qu'on va vous présenter, le projet, c'est un projet de recherche qu'on a mené depuis quelques années. Il arrive à son aboutissement. Et aujourd'hui, sur la page titre, c'est l'ensemble des gens qui ont travaillé sur le projet. Et en fait, ça ne marche pas cette fois-là. On ne travaille jamais tout seul. On travaille toujours une équipe qui est une équipe essentielle pour toutes les étapes puis la réflexion, même dans nos analyses. Donc, avant de commencer, vraiment pour entrer dans le cœur du sujet, on va juste faire une petite mise en situation pour vous placer. En fait, d'abord, victimisation, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas notre nom de victimisation. On parle ici des victimes d'actes criminels. Donc, si vous pensiez que c'était autre chose, c'est le temps de partir. Sinon, bien, vous restez et on est très content de vous avoir. Puis, si c'est une surprise et que ça vous intéresse, vous pouvez rester aussi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un financement qu'on a eu du ministère de la Justice il y a quand même quelques années dans un concours très spécifique pour voir un peu, c'était dans le cadre de l'IVAC. Nous, on l'a un peu questionné dans notre projet, l'IVAC, mais on a décidé de le mettre de côté parce qu'en bout de ligne, personne n'aime l'IVAC, ça fait que c'était réglé. On n'en parle plus. Et on a surtout appris que l'IVAC était le bailleur de fonds. C'est pour ça que finalement, l'IVAC ne fait pas partie du projet, pas parce qu'on les a exclus, parce qu'il n'y avait pas, cliniquement, ça n'avait pas de sens de les inclure à l'intérieur de nos données. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que lors de l'évaluation initiale, oui, excusez-moi, il y a des gens en arrière. Il faut vraiment prendre une chaise pour des raisons de sécurité. Sinon, l'Université de Sherbrooke, quand ils vont passer, ils vont nous dire qu'il reste, je vois une place là. Oh mon Dieu, c'est vraiment pas grave. Donc, ce qu'on sait, c'est que lors de l'évaluation initiale dans un centre de réadaptation, il y a 70 des adultes qui consultent pour un problème de consommation de substances qui rapportent avoir vécu au moins un type d'abus au cours de leur vie. Dans ce questionnaire-là, c'est à partir de l'IGT, c'est des abus psychologiques, physiques ou sexuels qui sont questionnés. On ne les détaille pas, on fait juste demander est-ce qu'il y a une présence ou non. Ensuite, on sait aussi qu'entre 22 et 33 des personnes qui consultent pour un problème de dépendance présentent les symptômes nécessaires pour établir un diagnostic de stress post-traumatique, même si celui-ci n'est pas toujours évalué. Il y a une étude qui avait été menée en 2011 auprès d'intervenants qui travaillent dans les services d'intervention pour les victimes d'actes criminels. Vous allez voir, on va beaucoup parler des VAC, là, c'est notre petit raccourci qu'on a trouvé joli, qui indique que ces intervenants-là qui travaillent auprès des victimes auraient besoin de mieux connaître les outils de dépistage de la consommation et des problèmes de dépendance, de développer des connaissances sur les substances et les liens entre la santé mentale et la consommation, et aussi auraient besoin de développer un mode de travail conjoint. Ce qui nous amène, autour de 2019-2020, à se demander qu'en est-il de la prise en charge de la victimisation par les intervenants en dépendance, mais aussi qu'en est-il de la prise en charge des problèmes de consommation de substances par les intervenants qui viennent en aide aux victimes d'actes criminels. Donc, notre projet avait... Nadine, c'est toi qui commence ça? C'est toi. Okay. Donc, on avait 3 volets. D'abord, d'aller chercher le point de vue d'intervenants en dépendance sur la manière dont ils interviennent quand il y a des cas de victimisation auprès de leurs usagers. Aller voir des intervenants qui travaillent avec les victimes pour voir de comment ils s'occupent des problèmes de consommation de leurs usagers, mais aussi un 3e volet qui est plus d'aller voir des gens qui ont la double problématique et qui nous parlent de leur service d'intervention, comment ça a été, etc., et qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir et tous les problèmes. Et aussi voir avec eux comment la consommation s'inscrit dans leur parcours et comment la victimisation s'inscrit dans leur parcours.
Je sais, je le vends bien, le troisième, on ne le présente pas aujourd'hui, ça fait que vous reviendrez nous voir plus tard. Juste vendre. Mais on se vend, vas-y, tu peux le vendre, c'est toi qui connais les dates, moi je suis nulle. C'est pas la date. En novembre, vous surveillerez, on fait une présentation au midi de l'IUD qui est en web sur le volet. On va mettre en parallèle ce que les intervenants ont dit avec ce que les usagers ont dit. On ne pourrait pas présenter les deux, si jamais vous avez trouvé, vous avez le goût d'en savoir plus, vous pourrez vous inscrire, il va y avoir une diffusion. Je pense que c'est le. J'ai 25 en temps. Mais moi, j'avais le 12 novembre. OK, ben donc, on ne sait pas finalement. C'est ça, c'est le 12 ou le 25. Oh non, ça peut être autre chose. Mais je vérifie, tantôt, je vous le dirai. Ça peut être autre chose. Nadine, je te laisse. C'est bon. On a quelqu'un peut-être qui est en train de nous le dire, c'est quelle date de notre chat. C'est ça. Donc, les actes criminels, qu'est-ce qu'on a inclus? C'est très difficile d'avoir une définition de qu'est-ce qu'un acte criminel. Au début, on partait du code criminel. Après ça, on est parti des écrits. Après ça, c'était vraiment, vraiment difficile. Fait que finalement, on travaillait avec, entre autres, Catherine Rossi, qui est spécialisée au niveau des actes criminels. On a vraiment eu le privilège de l'avoir comme co-chercheur avec nous. Puis c'est elle qui nous a vraiment aiguillés sur ce volet-là, qui est moins notre quotidien. Et on est finalement arrivé pour être le plus inclusif possible. Donc, les actes criminels, on a mis les voies de fait, enlèvement, séquestration, infraction à caractère sexuel, tentative de meurtre, incendie criminel, violence conjugale, tout ce qui est vol simple et qualifié, les fraudes, menaces, harcèlement criminel, intimidation, et je dirais, et plus dans le sens que on a rencontré des gens que si pour eux, ils nous parlaient d'un parcours, puis que c'était pas nécessairement, ça ne s'insérait pas nécessairement dans ça, qui pouvaient s'insérer dans des actes criminels qu'ils considéraient qu'ils avaient vécu, on l'incluait aussi. Fait que. Je vais rester, je vais t'échanger. Qui on a rencontré? On doit dire qu'au début, on a rencontré des intervenants en services spécialisés en dépendance et des intervenants qui travaillaient dans les organismes pour les vagues. Au début, on avait. Excuse-moi, je voulais enlever le violon. Au début, on avait ciblé qu'on rencontrait à peu près une dizaine d'intervenants de chaque côté. On a commencé à faire des rencontres du côté des services spécialisés, puis on avait fait un appel qu'on avait ciblé, puis des gens qu'on n'avait pas nécessairement ciblés, puis tout le monde se bien nous appeler. Hey, moi j'ai des choses à dire, moi j'ai des choses à dire. Fait que finalement, on a pris tout le monde qui voulait, puis c'était à Québec, chez Appalaches, on a pris tout le monde qui voulait participer, qui nous ont appelés. Fait que finalement, en dépendance, on s'est retrouvé avec 32 intervenants. Et au niveau des actes criminels, des organismes criminels des actes criminels, on est revenu à peu près à 31. Pas à peu près, mais à 31. C'est une majorité de femmes. Vous voyez que c'est ce qui représente ça, le milieu de l'intervention. Puis l'âge moyen là, est sensiblement le même des deux côtés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a mis les formations. C'est au-delà de s'ils font partie d'un ordre ou non. Et pour voir, c'est que la majorité des gens qui avaient une formation en travail social, en psycho-éducation spécialisée. Bref, on avait toutes sortes de catégories de travailleurs. On a fait des rencontres individuelles d'environ 1 heure. Soit les gens venaient nous rencontrer au bureau, soit qu'on pouvait aller les rencontrer sur leur bureau, à leur bureau aussi. C'est sur leur heure de travail. Donc, l'établissement pour lequel ou l'organisme pour lequel ils travaillaient les dégageait pour qu'ils viennent faire l'entrevue avec nous. À cette époque-là, on faisait encore des entrevues en vrai. C'est avant pandémie. On a enregistré toutes les entrevues, on les a retranscrites aussi et on a fait une analyse là, vraiment exhaustive par, on appelle ça qualitative thématique, par consensus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on avait 3 codeurs en même temps, qu'on regardait les entrevues, puis on arrivait avec un consensus pour dégager les thèmes, dans le fond, de ce qui ressortait. Dans les résultats, ce qu'on trouvait intéressant de vous présenter, c'est d'abord la fonction de la consommation. Comment les intervenants, que ce soit les intervenants en dépendance ou les intervenants qui viennent des VAC, avaient des éléments à raconter sur comment la consommation venait aider ou nuire aux personnes qui sont rencontrées, qui ont vécu des actes criminels. Francine, est-ce que tu veux tourner ça? Oui. Sans problème. Vous allez voir, on a mis des verbatims. C'est un projet qualitatif. On a mis des verbatims. Les textes en vert, c'est des intervenants VAC et les textes en orange, c'est des intervenants de dépendance. Donc, d'abord, ce qui est ressorti, c'est au niveau
des émotions. Donc, ce que les gens nous disaient, c'est que ce qu'ils observaient, c'est que souvent, les personnes qui viennent consulter, c'est pour se sentir mieux avec elles-mêmes, pour s'apaiser, pour couper des émotions. Fait autant d'un côté, c'était pour rechercher des émotions positives, que d'un autre côté, c'était pour se couper complètement et rien ressentir. On a quelqu'un d'ailleurs, une intervenante, qui disait il y a le phénomène de fuite des blessures. Quand j'ai un abus ou une violence refoulée que je n'ose pas nommer et que ça m'habite constamment, bien, pour apaiser cette souffrance-là, je peux aller consommer. Elle parlait en parlant d'un usager, dans le fond, qui avait raconté ça. Ensuite, avec la coupure des émotions, va aussi le fait de vouloir être plus fonctionnel aussi. Hein? Si je me coupe des émotions, je ne pense pas, je suis fonctionnelle, je peux aller plus loin. Donc, un intervenant en dépendance disait, ils consomment pour baisser un petit peu toutes les défenses qu'ils se sont créées, puis essayer d'être fonctionnels dans leur vie. Tu sais, essayer d'avoir un travail, puis d'être capable d'y aller. Essayer d'avoir une famille puis des relations sans pas être toujours activé dans la fragilité au niveau de l'acte criminel. Il y a tout aussi les éléments entourant les conséquences liées aux actes. Donc, les aider à mieux gérer les conséquences qu'ils ont vécues en raison de l'acte criminel, puis aussi d'oublier. Hein. Fait que vous voyez, c'est tout lié ensemble. On a parlé d'émotions, on a parlé d'être plus fonctionnel, se couper aussi. Fait qu'on est beaucoup dans l'oubli. Un intervenant en dépendance disait la consommation s'inscrit un peu comme une solution pour oublier les problèmes. Pour apaiser quelque chose, oublier le passé. On ne veut pas que ça refasse surface. Et on a même entendu que c'est une question de survie. Donc, je consomme pour survivre. C'est vraiment comme un entonnoir, hein, cette section-là, c'est qu'on part de la gestion des émotions, mais jusqu'à ça m'amène à survivre. L'intervenant en dépendance disait j'avais une clientèle qui était abstinente depuis 10 ans avant de vivre son dernier épisode de violence. Puis elle est retombée complètement dans la consommation et elle a dit si je n'avais pas eu ça, je serais morte. Une autre intervenante, Bach, disait des femmes qui n'ont jamais consommé d'alcool, par exemple, et que là, la situation était tellement difficile à la maison. Récemment, j'ai eu un suivi, c'était ça. Et depuis qu'elle est sortie de la relation, tout a arrêté. Elle ne consomme plus. La consommation, c'était vraiment pour survivre, pour être capable de rester. C'était sa façon de se protéger. Je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, mais dans les intervenants qu'on a rencontrés, qui venaient des organismes pour qui en aide aux victimes d'actes criminels, c'était vraiment toutes sortes d'organismes. On avait des maisons de femmes, mais on avait aussi, on a rencontré des intervenants VAC, on a rencontré de CAVAC, on a rencontré d'autres organismes qui viennent en aide en parallèle. Là, des CALAC, de Viol Secours, des organismes de ce type-là. On avait, je pense, un professionnel privé. Fait qu'on a vu un peu de tout. Là. Catherine. C'est à moi. Ben oui, je vais vous donner, on va se parler d'un regard clinique en fait, puis à la fin, moi je vais être intéressée aussi à entendre votre regard clinique parce que je suis persuadée que vous en avez un aussi. Il y a plusieurs exemples en fait, que moi j'ai vécu dans les rencontres que j'ai faites avec les personnes qui ont été victimes d'actes criminels. Il y a des parcours différents. Le premier qui me vient en tête, c'est une dame, je vais l'appeler Martine parce que je vais vous en reparler de Martine tantôt, puis Martine, elle, c'est une dame qui a un parcours de victimisation de longue date. Toute petite, elle a vécu des abus sexuels, à l'enfance également. La consommation est entrée rapidement dans sa vie, toute jeune dans sa vie. Puis, à un moment donné, elle vient dans un centre de réadaptation en dépendance où je la rencontre. Puis, Martine le nomme. Ce que Nadine disait tantôt, c'est une question de survie, tu sais. C'est une question de survie, les traumas qu'elle a vécu. Puis, tu sais, tantôt, quand Francine, au départ, nommait le pourcentage, je pense qu'on était autour de 23 % je pense, de personnes qui pourraient avoir un diagnostic de choc post-traumatique. Ça faisait partie aussi probablement de ce 23 % qui pourraient avoir ce diagnostic-là. Fait que pour elle, c'était une question de survie. C'était une question de survie. Puis, c'est comme ça qu'elle arrivait finalement. Donc, oui, la consommation l'amenait à être fonctionnelle, tu sais, à apaiser cette souffrance-là, puis tous ces flashbacks-là qu'elle avait finalement de son parcours de
de tous les actes criminels dont elle avait été victime. Par contre, ce n'est pas le seul portrait de personnes que j'ai rencontrées qui sont victimes d'actes criminels. Il y a aussi une personne que j'ai en tête qui était venue consulter dans un centre de réadaptation en dépendance également. Puis cette personne-là, très fière de son cheminement, elle avait changé ses habitudes de consommation, elle était arrivée à atteindre ses propres objectifs qu'elle s'était fixés, elle était très fière. Puis surtout très fière de dire que, tu sais, le suivi allait terminer, tu sais, puis que, tu sais, parce qu'elle avait réussi. Puis cette personne-là, en fait, vers la fin du suivi, elle a été victime d'une agression physique. Une agression physique dans son stationnement. Ce n'est pas quelqu'un qui avait déjà été victime d'une agression. C'est la première fois qu'elle a été victime d'une agression. Puis tout de suite, en fait, ce qui est venu en tête, c'est que je connais un moyen. J'en connais un moyen que j'ai déjà utilisé. Et c'est là, finalement, que ces deux personnes-là, même s'ils ont un parcours complètement différent, ils ont une chose en commun, c'est que la substance, en fait, ça a été un moyen d'apaiser leur souffrance. C'est un moyen qui, pour elles, était efficace, qui était connu. Puis, c'est un moyen qui était accessible, puis vers lequel, dans les deux situations, ils se sont retournés. Puis, en fait, comme intervenant, on sait, je n'ai pas le choix de reconnaître que c'est un moyen qui fonctionnait pour elles, quand ces personnes-là, quand elles consommaient, parce qu'effectivement, la souffrance était tellement grande. Tu sais. Fait que de le voir, de se rendre compte que c'est efficace aussi, bien, ça nous amène des défis dans l'intervention. Hein. Puis, c'est là qu'on s'en va. Les défis de l'intervention. On va passer à plus l'aspect des difficultés qui sont propres à l'intervention quand il y a cette double problématique-là. Donc, un des grands défis de l'intervention, ça a été nommé par les deux types d'intervenants qu'on a vus, c'est le cloisonnement des missions qui favorise l'intervention sur une seule problématique. On est en dépendance, le focus est sur la dépendance, et on est en victime et le focus est sur l'impact de la victimisation. Fait que ça, c'est un grand défi. L'intervenant en dépendance nous disait qu'il y a des situations où on n'aborde pas l'acte criminel, mais on sait qu'il est là. Fait qu'on travaille un peu, mais sans jamais faire un travail plus profond non plus, parce qu'on reste en toxico. Même si on sait que la toxico, c'est le plaster, c'est les symptômes. Puis l'intervenant en victimologie nous disait plus, bien que nous ne fassions pas abstraction de la problématique de consommation, ici, nous travaillons sur la victimisation. Nous expliquons nos limites d'intervention et départageons nos rôles. Ça, je vais revenir à la fin parce qu'il y a quelque chose qui me botte depuis le début du sommet dans toutes les présentations que j'ai vues. Je vais vous en parler à la fin. Ça va ressortir tantôt. Non. Une autre difficulté propre à l'intervention, c'est vraiment le dévoilement de l'acte criminel qui n'est pas toujours facile pour la personne quand elle vient rencontrer, autant, principalement en dépendance, là, ils ne vont pas en parler d'emblée, mais par contre, ça semble nécessaire pour augmenter l'efficacité de l'intervention, ça semble nécessaire de l'aborder. La dépendance, c'est une manière, on l'a dit tantôt, inefficace de faire face à quelque chose. Si on veut traiter ça, il faut voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Il faut aller plus loin, puis il faut y aller assez rapidement parce que si on traite les symptômes et qu'on n'adresse pas le reste, la personne ne sera pas capable de rester abstinente. C'est beaucoup trop souffrant. Donc, on voit quand la consommation descend ou se réduit, on a des problèmes qui arrivent et des fois, ça émerge. Une autre difficulté, parler de sa consommation n'est pas toujours facile, même en contexte d'intervention. Ici, c'est un intervenant, VAC, qui nous en parlait. Des fois, on se rend compte de la consommation, même si la personne ne le dit pas. C'est comme, admettons, on pose des questions, puis la personne tourne autour du pot, puis des fois, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis il parle le non-verbal beaucoup parce que souvent, les gens ont honte. On a des doutes parce qu'ils vont éviter certaines questions, baisser le regard. On va remarquer certains comportements non-verbaux, puis on va faire « Ah, il y a quelque chose qu'elle ne veut pas nous dire », mais on ne va pas nécessairement pointer tout de suite c'est quoi. Mais souvent, on a une bonne idée. Autre défi, l'abstinence qui est souvent exigée avant d'offrir des services en lien avec les actes criminels.
C'est un intervenant en dépendance qui nous mentionnait ça. On n'arrive pas à atteindre un arrêt de consommation suffisamment long et important pour que la personne soit traitée. Ici, on référait beaucoup au stress post-traumatique, qui est une évaluation, une intervention assez spécialisée, là, et qui requiert, là, les services souvent en stress post-traumatique requièrent que la personne soit abstinente. Et je continue. Il y a aussi des fois, les délais ne concordent pas. La personne est abstinente, mais il y a 6 mois d'attente avant qu'elle puisse être vue en post-pronom. Difficulté à orchestrer ensemble la situation de consommation qui soit assez contrôlée pour pouvoir aller dans un autre type d'intervention. Mais là, les délais, ça ne marche pas. Donc, souvent, il y a rechute avant même que la personne puisse aller accéder à l'autre service. Certaines personnes ont de la difficulté aussi à reconnaître que leur victimisation est un problème. Des fois, il y a des usagers qui en ont vécu beaucoup. Ils ont été beaucoup victimes d'actes criminels, un peu comme ce que Catherine mentionnait tantôt. C'est comme si ça devient comme normal un peu. Tu sais, quand dans la famille, il y a beaucoup de violence, des choses comme ça, ils s'en rendent plus compte. Alors, quand ils arrivent en intervention, ils n'auront pas non plus tendance à parler de ces actes de victimisation-là qu'ils ont vécu, parce que pour eux, c'est une normalité de vivre dans un climat comme celui-là. Collaboration inter-établissement difficile à mettre en place. Je pense qu'il n'y a personne qui va être surpris ici. C'est ça, de ça qu'on parle. Toute la journée aujourd'hui, c'est ça que j'ai entendu. Je dirais que, un intervenant en dépendance qui nous disait, je dirais que c'est assez rare que le monde appelle pour collaborer ensemble. Je pense qu'en région, ce qui est aidant, c'est qu'on est tous dans la même bâtisse. Fait que tu as un psychologue dans le dossier, tu te déplaces, tu vas le voir. Versus en ville où tout le monde n'est pas à la même place. C'est un intervenant de Chaudière-Appalaches qui nous mentionnait ça, parce qu'il y a beaucoup de petits points de service en Chaudière-Appalaches et souvent, les gens, le CLSC et la dépendance sont dans le même bâtisse, donc c'est facile d'aller discuter avec avec un collègue. Un point qui est un peu plus particulier, là, qui a été souligné par les intervenants en dépendance, c'est que l'histoire des sévices de la clientèle sont parfois difficiles à entendre. Ça fait que comme intervenant aussi, il faut être prêt à entendre ces sévices-là qui sont épouvantables. Puis les intervenants, c'est ça qu'on disait ce matin, hein, les intervenants qui vont travailler en dépendance n'ont pas nécessairement une formation pour entendre les histoires. Puis même encore avec une formation, il faut aussi que tu sois équipé pour être capable de les entendre, mais aussi de dealer avec, puis de retourner travailler, de retourner à la maison après sans être perturbé. Puis ça, c'est un défi aussi. La reconnaissance des limites de son champ de compétences. Les intervenants des deux disciplines là, nous en ont parlé. L'intervenant VAC, parce que nous, on peut pallier, mais on n'est pas mandaté, puis je ne suis pas formée pour ça non plus. Donc, encore là, on a une limite de compétences et de champ de compétences. Et l'intervenant dépendance qui nous disait, mais ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'on se demande toujours jusqu'où on pose des questions, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec les réponses. Admettons, tu poses la question, il t'avoue qu'il a été victime d'un acte criminel. Jusqu'où tu poses des questions? Jusqu'où tu vas? Parce que là, tu te dis, quand j'aurai la réponse, il va falloir que je fasse quelque chose avec. Est-ce que je viens d'allumer une flamèche? Donc, de se questionner, est-ce que de poser des questions, d'aller plus loin, va plus nuire à la personne que l'aider? À l'occasion, ça devient un peu un dilemme. Catherine. Bien, effectivement, hein, c'est ça, on voit plusieurs difficultés propres à l'intervention. Francine en a parlé. Le premier, les manques de connaissances pour bien soutenir. Tu sais, manque de connaissances, oui, ça peut être des formations de base, autant les intervenants qui travaillent auprès des victimes d'actes criminels, d'avoir des formations un peu de base sur c'est quoi les substances, c'est quoi le vécu d'une personne qui utilise des substances. Déjà, ça pourrait être une bonne formation de base, mais aussi de dire ceux qui travaillent auprès de personnes qui utilisent des substances, d'avoir une formation aussi. Donc, c'est quoi le vécu d'une personne qui est victime d'actes criminels, puis comment je peux l'aborder avec cette personne-là aussi. Fait qu'on a une formation de base là, où là, on manque de connaissances, mais je réalise qu'on manque aussi de connaissances sur qu'est-ce que je fais après? C'est quoi les organismes à qui je peux référer dans ma région? C'est qui mes partenaires? Puis comment ça marche après? Tu sais? Parce que je veux bien supporter la personne qui est dans mon bureau, là, mais je veux l'aider, je veux lui dire qu'est-ce qui va se passer, je ne le sais pas. Tu sais? Fait que nos connaissances sont là aussi limitées parce que on réalise, en fait, avec cette étude-là, qu'on ne connaît pas bien nos partenaires non plus.
Puis, ben, tu sais, Francine l'a nommé tantôt, les connaissances aussi vont faire en sorte que, ben, on ne les a pas, puis il y a des intervenants, tu sais, qui disent, c'est pas par mal faire, en fait, hein, mais que, bon, leur mandat, c'est peut-être de travailler auprès de personnes qui consomment des substances, puis ils ne se sentent pas équipés, finalement, pour aller plus loin dans l'intervention. Fait que c'est pas tant que ce n'est pas leur mandat, puis qu'ils disent, c'est pas à moi de le faire, mais c'est que j'ai aucune idée comment le faire, finalement, aussi. Puis malheureusement, ce que ça fait, c'est que trop souvent, c'est qu'on l'ignore de part et d'autre, hein, parce qu'on ne sait pas comment l'aborder, on ne sait pas quoi faire. Fait que, trop souvent, ça arrive que finalement, c'est juste pas abordé finalement. Puis c'est des fois pas abordé aussi parce qu'on est dans cette dualité-là entre aider et nuire. Puis effectivement, si la personne me parle de sa souffrance, de trauma qu'elle a vécu, puis qu'elle vit à répétition, qu'est-ce que je vais lui faire vivre si je lui en parle, si on s'en parle aujourd'hui? Comment ça va se passer pour elle si elle repart chez elle après notre rencontre? Des fois, ça aussi, cette crainte-là, en fait, de nuire, va faire en sorte qu'on ne l'abordera pas. Puis, c'est important, en fait, c'est vraiment, puis, je pense que quand c'est fait, que ce n'est pas abordé, c'est vraiment pas dans l'optique qu'on veut pas l'aborder, qu'on ne veut pas en parler, mais c'est vraiment en se disant qu'on veut aider la personne puis qu'on pense qu'on n'est peut-être pas capable de l'aider. Tu sais. Puis le travail en silo. Le travail en silo, je pense que c'est quelque chose qu'on voit, qu'on reconnaît, qu'on parle effectivement depuis le début du sommet aussi. Mais ce travail-là en silo aussi, il se fait même à travers nos mêmes organisations. Oui, avec nos partenaires qu'on a la difficulté à aller rechercher, mais même dans un même réseau, c'est difficile aussi de travailler en collaboration, ce qui fait en sorte qu'on va plutôt travailler en silo. Je vous ai parlé tantôt de Martine, je lui ai dit que je vous en reparlerai. Et Martine, quand elle me rencontrait, elle me dit à un moment donné, mais je pense que je serais prête pour aller faire de la psychothérapie avec le psychologue. Tu sais. Le psychologue n'était pas dans mon équipe de travail, il était dans une autre équipe. Tu sais. OK, on fait la demande. Celle-là, je savais comment la faire. Tu sais. On fait la demande, je savais où aller. Et finalement, Martine ne peut pas avoir accès à la psychothérapie parce qu'elle consommait. Fait que, tu sais, ce travail-là en silo aussi, là, on est un peu impuissant par rapport à tout ça. Tu sais. Martine, elle voulait, mais elle consommait. Puis pour avoir accès à la psychothérapie, il fallait qu'elle soit abstinente. Fait que là, on vient lui donner un choix de notre organisation. Là. Elle, c'était pas ça son choix d'être abstinente. Là. Puis pas à ce moment-là dans sa vie, tout le monde. Mais on vient lui dire, si tu veux la psychothérapie, puis oui, je la veux, qu'elle a besoin de cette psychothérapie-là, elle la veut, puis on lui dit, il faut que tu arrêtes de consommer. Fait que il est aussi là le travail en silo. Puis c'est ça, en fait, hein, puis là, ça nous amène à se parler, on parlait de ce modèle-là d'abstinence, qui est un modèle qui est peut-être plus confortable pour cette organisation-là, qui choisit finalement que pour faire la psychothérapie, il faut être abstinent. Mais ce n'est pas le choix de la personne aussi. Fait que voilà, en fait, je pense qu'on était là pour les difficultés propres à l'intervention, parce que c'est beau nommer des difficultés propres à l'intervention, mais il faut aussi essayer de travailler sur des pistes de solutions, comment on améliore ça une fois qu'on le voit aussi. Et c'est ce dont Nadine va nous parler. J'ai envie de dire tantôt pourquoi j'ai nommé qu'autant de personnes ont voulu participer à notre projet finalement, comparativement au nombre de personnes qu'on avait, inscrit dans notre projet de recherche. C'est un peu avec ça, parce que les gens se sentent, les intervenants de part et d'autre, pas juste d'un côté, de part et d'autre, se sentent impuissants, manquent de connaissances. Puis, ils voulaient nous rencontrer parce qu'ils disaient, j'ai avoir plein de choses à dire, puis si ça peut aider à ce qu'on travaille mieux ensemble, que cette concertation-là, cette collaboration, ce partenariat-là se fasse de meilleure façon, ultimement, c'est qui va en bénéficier? C'est les utilisateurs de services, c'est les gens qui sont souffrants. Fait que je trouve que ça vient bien parler du besoin, ce désir de participer à ce projet-là, qui était quand même innovateur dans les projets, dans notre champ là, de travail. Au niveau des pistes d'amélioration, vous allez voir, c'est simplement la suite de ce qu'on a nommé précédemment.
On a parlé de faciliter les références parce que c'est très difficile. Ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est si je mets en contexte ce moment où on a fait la collecte de données, la bombe de fusion des CIUS et des CIS venait d'arriver. Moi, j'appelle ça une bombe dans les services parce que déjà que ce n'était pas si simple, c'est venu compliquer encore plus. On a pensé simplifier en faisant une seule porte d'entrée. Finalement, ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est devenu encore plus compliqué. On avait nos intervenants en dépendance qui, eux, étaient encore un peu regroupés plus, mais les intervenants au niveau qui venaient de la victimologie, eux, ils ne savaient plus à qui s'adresser. Il y avait l'impression que le petit nombre de personnes qui connaissaient, c'était rendu compliqué, ils ne connaissaient plus, ils ne savaient plus où s'adresser. Il y a ça aussi qui est venu. On a des intervenants qui nous l'ont dit. Avant, c'était facile. Je savais que les intervenants avant, c'était facile avant. Je savais qui appeler. Hein? J'appelais Lucie Galichan, j'appelais Marie-Josée. Ils savaient qui appelait. Mais à partir du moment où il y a eu ça, ils ne savaient plus qui appeler. Donc, faciliter les références, mieux connaître les services et les organismes de part et d'autre. Donc, nos intervenants aussi en dépendance disaient la même chose, qu'ils ne connaissaient pas les services, ne connaissaient pas. La difficulté de se parler, de se rejoindre. Avoir des intervenants contact dans les différents organismes d'aide aux victimes d'actes criminels. Ça, c'est les intervenants en dépendance qu'ils disaient. Pour autant de part et d'autre, c'est une grosse bibite, puis on ne connaît pas les gens, puis on ne sait pas qui appeler. Les intervenants, parfois, mais les utilisateurs de services, parfois, ils ne connaissent même pas le nom de leur intervenant, ou ils vont savoir que c'est Nathalie. Nathalie qui ou je ne le sais pas. Puis des fois, ils mêlent un peu aussi l'organisme. Fait que même si on veut travailler ensemble, des fois, ça devient difficile parce que Nathalie, qui travaille dans une maison, là, c'est sur telle rue, puis ils ne sont pas sûrs, c'est sûr que ça devient difficile pour le partenaire. L'intervenant en dépendance disait, je pense qu'on connaît, je pense que plus on connaît les intervenants, plus c'est facile de dire « Hey, j'ai une question » ou « Hey, pourrais-tu voir ça? » Quand je ne connais pas le nom de la personne, quand je ne lui ai jamais parlé, je vais être moins portée à appeler pour avoir une information ou pour échanger. Ensuite, il y avait tout le processus formel de référence. Encore une fois, là, on a mis un verbatim seulement de quelqu'un qui venait de la dépendance, mais je l'entends aussi des intervenants avant qui disaient, pourtant, nous, on est dans le milieu, on est au CRD, fait qu'on a l'impression que c'est super facile. Ils passent par le 8-1, ils font un débat, puis ils rentrent. Mais c'est pas vrai que c'est facile comme ça. C'est pas si simple. Fait que les deux côtés, on avait le même puis pour les intervenants en dépendance, où est-ce qu'il y a plusieurs organismes, on ne sait pas trop comment faire, puis où, puis avec quels critères. Puis il y a des endroits qui demandent de ne pas consommer du tout, il y a des endroits qui acceptent, il y a des endroits qui, s'il y a des enfants, c'est telle affaire. C'est pas si simple que ça. Fait que la personne, elle nous disait, souvent, je vais dire, tu pourrais avoir un traitement là, ils ont des approches spécifiques à ce type de problématique, mais on n'a pas de trajectoire, on n'a pas de procédure spécifique si on a une personne qui est victime d'actes criminels. On ne sait pas quoi faire. Et c'est encore plus difficile pour les organismes communautaires qui sont moins dans un processus formalisé comme un CIS ou un CIUS, puis ils arrivent là, puis eux, tout ce qu'ils veulent faire, c'est comme « Hey, salut, j'ai quelqu'un qui aurait besoin d'aide, pouvez-vous le prendre? » Mais là, tu te ramasses avec des formulaires, des choses, tu ne sais plus où appeler. Ils consomment-tu assez? C'est quel niveau de service? Où on l'envoie? Ça devient vraiment compliqué. Ensuite, mieux former les intervenants, c'est lié directement avec les difficultés là, qui ont été identifiées tout à l'heure. Être un peu plus coaché par rapport à ça, parce que je suis sûre qu'il y a des intervenants qui sont plus compétents que moi dans ce domaine-là, qui pourraient être mentors ou formateurs pour les autres, ou encore des intervenants des organismes VAC qui pourraient venir nous former, ou au moins nous offrir peut-être de la supervision, quelque chose comme ça. C'est vraiment un intervenant en dépendance. Moi, j'aimerais ça. On lit en arrière de ça, si on avait un travail plus intégré, plus de co-développement ensemble, peut-être que ça serait plus facile d'intervenir. Un intervenant en VAC qui disait, je pense qu'on a toujours besoin de formation. Tu sais, comme je vous ai dit, on n'est pas spécialisé, puis on apprend toujours. La dynamique change, les clientèles changent, les portraits, ça change vite. C'est vrai que les clientèles et les portraits changent. On ne peut pas s'asseoir sur les connaissances qu'on avait. Il faut continuellement les développer, ces connaissances-là, parce que le portrait d'aujourd'hui, ce n'est pas le même que le 10 ans. Puis dans 10 ans, ça va être d'autres choses aussi.
Tamoura? Ben oui. Nos pistes d'amélioration, c'est un réel désir de collaborer. Je pense réellement qu'il y a un désir de collaborer. Mais la collaboration, ça fait partie de ces choses-là qui sont faciles à dire, mais pas faciles à faire, en fait. Puis, il faut vraiment y croire. Collaborer, c'est beaucoup d'investissement. C'est de l'investissement, c'est de l'énergie, c'est du temps. C'est pas juste de rencontrer une personne à un moment donné et de dire, ben, parfait, on collabore. Il faut garder en vie ce partenariat-là, cette collaboration-là aussi. Puis pour ça, bien, en fait, hein, je pense que ça prend le soutien aussi de nos organisations pour faire ça, peu importe où on travaille, en fait. Il faut que ça soit une position qu'on est tous d'accord qu'on va investir dans cette collaboration-là. Parce qu'on est convaincu qu'au final, ça va être la personne, notre usager des services, cette personne-là qui va être gagnante de cette collaboration-là. Parce que là, on a toutes ces questions-là. Je veux collaborer, mais comment je fais ça, collaborer? J'appelle qui? Parlez-vous. C'est ça qu'on entend. Ben oui, parlez-vous. Parlez-vous, mais hey, comment on fait ça? J'appelle qui? Je ne sais même pas qui appeler. Je peux-tu le faire? Peux-tu le faire? Moi, je travaille dans un CIUS, tu sais. Puis, et parfois, dans nos petites boîtes, hein, tu sais, on fait les choses comme ça, puis c'est comme ça, puis je peux-tu faire ça autrement, tu sais? Est-ce que je peux? Puis je l'entends, tu sais, je l'entends, le collègue aussi qui dit, je peux-tu faire ça, tu sais? Je peux-tu aller à la cour avec monsieur aujourd'hui, tu sais? Je peux-tu l'accompagner à son rendez-vous chez le médecin, tu sais? Je peux-tu faire ça? On vient qu'on ne sait plus trop si on peut le faire aussi. Puis, quel est mon champ d'action aussi? On se pose ces questions-là. Est-ce que c'est moi qui vais le faire ou est-ce que je collabore avec quelqu'un d'autre qui va le faire? Fait qu'on a beaucoup de questions, en fait. Mais il y a un réel désir de collaborer. Puis, c'est là aussi qu'on se dit, ben, tu sais, si on prend le temps de se parler, si on prend le temps de se rencontrer, si on prend le temps de se connaître un et l'autre, parce que la collaboration, c'est ça aussi, hein? C'est de connaître l'autre, comment il travaille, tu sais, puis d'aller se rencontrer plus qu'une fois par année aussi. C'est ça, la collaboration. Ça va faire en sorte aussi qu'il y a peut-être des limites hein, qui vont... qu'on va moins voir comme des limites, peut-être. Là, j'ai entre autres la notion de la confidentialité. Tu sais. Des fois, c'est ça qui nous bloque aussi en disant, mais non, je peux-tu, là? Des fois, c'est je peux-tu le dire, ça? Je peux-tu en parler? Je peux-tu le faire? Je peux-tu l'entendre? Je peux-tu? Puis je peux-tu l'entendre? C'est pas ça aussi, on l'entend souvent. Je peux-tu l'entendre? Ah, je ne peux pas l'entendre. Ben oui, mais pourquoi tu peux entendre ce qu'il y a à dire? Oui. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on voit, c'est quand la collaboration elle fonctionne bien, quand ce partenariat-là fonctionne bien, bien, c'est sur la tête des intervenants, en fait. Hein. C'est des individus, c'est les intervenants. C'est pas la structure qui a fait en sorte que ça fonctionne bien. C'est parce qu'on a des intervenants qui ont envie de travailler comme ça en collaboration aussi, puis d'investir ce temps-là parce qu'ils croient vraiment qu'au final, ça va changer quelque chose pour la personne qu'ils rencontrent aussi. Tu sais. Mais ça devrait pas. Ça devrait être porté par tout l'établissement, finalement, et pas que sur la tête d'intervenants. Parce que là, c'est comme si, finalement, c'est comme une loterie, là. Hein? Si la personne rencontre un intervenant qui aime ça travailler en collaboration, bien, ça va bien aller, puis ça va être facile. Puis s'il rencontre un intervenant pour qui la collaboration, c'est plus difficile, bien, ça risque d'être un tout autre parcours aussi. Oui, je te laisse. Je vois des visages qui étaient là ce matin à la table ronde avec Vincent, puis je trouvais ça intéressant. Il y a un des intervenants qui s'occupe d'une maison, je ne me rappelle plus le nom, à Montréal, puis il disait que quand ils veulent placer une personne en perte d'autonomie, une personne âgée en perte d'autonomie qui a un problème de dépendance, il faut qu'il fasse énormément de démarches en tant qu'organisme communautaire. Puis il disait, si tu veux avoir un médecin, tu peux faire beaucoup d'appels avant de tomber sur un médecin qui est sympathique et qui va vouloir t'aider. Fait qu'on a un petit peu la même chose quand on dit c'est sur la tête des intervenants. C'est un peu que chacun des intervenants va le gérer un peu à sa manière, alors qu'il pourrait avoir quelque chose. Ça pourrait être supporté par les établissements, autant du côté communautaire que du côté plus structuré, du côté CCCIUS, là, ça joue des deux bords. En conclusion, la consommation de substances est souvent associée à la présence d'un acte criminel dans l'histoire de vie de la personne et aussi la présence de victimisation est souvent associée à la consommation de substances. Il peut parfois, sinon souvent, être difficile pour les intervenants de prendre en charge l'ensemble des deux problématiques et leurs conséquences parce que des fois, ça devient des grosses problématiques aussi à s'occuper. L'absence de collaboration entre les intervenants
de tous les organismes communautaires, CIS, peu importe, semble être un point faible de l'intervention. Par contre, quand il y a une présence d'une collaboration réelle, cette collaboration-là est notée comme étant un point fort de l'intervention. Les ponts entre les deux spécialisations sont peu nombreux, souvent inexistants, et les références sont donc difficiles. Il importe de faciliter ces ponts, à la limite les construire, afin de mieux venir en aide aux personnes qui présentent la double problématique consommation et présence d'actes criminels. Qu'est-ce que vous pensez? Si nos mots de la fin, ça serait permettons-nous de travailler ensemble. On va se le permettre de poursuivre ce partenariat-là qui existe déjà ou d'en créer des nouveaux finalement. Mais aussi, on pourrait rajouter à ça, permettons-nous d'être à l'écoute de la personne qu'on rencontre, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle nous demande, en fait. Puis, c'est certainement pas de répéter son histoire à plusieurs personnes. C'est pas ça qu'elle nous demande, en fait. Fait que remettons-la aussi au centre de nos interventions. Et je trouve que tu ouvres la porte pour notre prochaine présentation. C'est beaucoup le ton qui est donné. Les usagers, c'est ce qu'ils disent. On est tannés de raconter notre histoire. Puis là, c'est des histoires atroces qu'ils racontent à la nombreuses reprises. C'est la clôture de Catherine nous ouvre vers la prochaine présentation. Puis tantôt, Catherine a nommé qu'on veut vous entendre, puis on a gardé du temps volontairement pour ça, parce que c'est pas la première fois qu'on fait cette présentation-là, et on sait que les gens ont envie d'en jaser, puis on a envie d'entendre aussi ce que vous avez à dire. Et on a une première madame qui... c'est super intéressant, vraiment, merci beaucoup. Moi, je comprends que tu interviens là-dessus, parce que je suis me demandais si vous étiez allé chercher un petit peu les données auprès des gens ciblés, là, parce que je trouve ça cool d'avoir la vie des gens qui travaillent avec les cibles ou en dépendance. Moi, pour ma part, je travaille en dépendance. Mais d'avoir le pouls de ces gens-là, c'est peu. On en a rencontré près de, j'ai en tête là, 42 personnes. Quelques-uns, une douzaine, ça a été assez difficile, là, mais plus de femmes. C'est très riche, tout ce qu'ils nous disent, tant sur le point de vue de l'intervention, comme je disais tout à l'heure, aussi sur comment leur profil, leur histoire de consommation est teintée au fil du temps d'actes criminels qu'ils ont vécu, autant en petite enfance qu'au fil du vieillissement. C'est super intéressant. Puis c'est vers là qu'on s'en va là, avec la suite de nos résultats. Je dirais la faiblesse je cherche la date de la présentation. La faiblesse qu'on a, puis c'est pas parce qu'on n'a pas essayé, c'est d'avoir plus de volets masculins. Autant des organismes qui ciblent vraiment les hommes, puis avoir aussi une clientèle masculine. Ça a été difficile. On a vraiment, vraiment essayé. Puis, on n'a pas l'air de pénétrer ces milieux-là. Ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas beaucoup d'organismes non plus à Québec, Chaudière-Appalaches, qui se spécialisent auprès des hommes. Souvent, ils vont se spécialiser auprès des hommes violents. Les hommes violentés, ça, beaucoup moins. Fait qu'on n'a pas... On avait deux, entre autres, puis ça... Exactement. On n'a pas été capable. Exactement. Au masculin aussi. C'est les deux seuls qu'on a répertoriés. Il y a madame derrière. Oui. Je me questionnais si dans votre région, il y avait des communautés de pratique. Vous avez des gens dans ce temps? Il y a des communautés de pratique qui démarrent en CIS et CIUS, là, mais sont toujours très spécifiques. Et sur ce thème-là, moi, je n'en ai pas entendu. Mais c'est possible qu'il y en ait et qu'on ne le sache pas non plus. Là, je trouve que dans cette optique-là, de pouvoir mieux se connaître, s'asseoir ensemble, même si ce n'est pas fréquent dans l'année, mais ça demeure quand même une belle manière justement de reconnaître chacun qui fait quoi et savoir quel est le nom de la personne qui prend cet aspect-là. Mais c'est vrai que ce serait une bonne idée. Là. C'était mis en place dans votre coin parce que chez nous, il y en avait une. J'avais trouvé ça très pertinent. Ça m'a permis vraiment, en tant qu'organisme communautaire, de pouvoir présenter des solutions. Oui, c'est une très bonne idée. Oui, madame? Peut-être que c'est pertinent durant la thérapie. Ça, c'est un grand débat. Là. Je vous dirais que l'équipe à Québec, on a une équipe TSO, là, stress opérationnel. Eux exigent l'abstinence.
Je ne sais pas. Et peut-être que je voudrais nuancer sur il l'exigeait au moment de l'étude. Là, il s'est écoulé, nous autres, depuis la collecte de données. 4 ans à peu près. 4 ans, c'est avant la pandémie. Fait, ça se peut qu'il y ait des choses qui aient changé aujourd'hui. Puis je ne peux pas le dire avec certitude. Excuse Nadine. Je me rappelle pour avoir interrogé là, plusieurs intervenants des organismes de victimes, qu'eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ne s'occupaient pas de la consommation parce que leur clientèle ne consomme pas. Ben, c'est ça. C'était ça ma réaction. Je l'avais retenue un peu plus, par exemple, pendant l'entrevue. Mais en fait, ce qu'on s'est aperçu en discutant davantage, c'est que ce qu'ils font, c'est qu'à l'accueil de la personne, ils expliquent que lors de l'intervention, la personne doit être en état de pouvoir parler. Donc, ils n'acceptent pas que quelqu'un vienne en état de consommation. Ce qui fait que la personne, quand elle vient, elle ne se sentira pas libre de parler de sa consommation parce qu'ils ne l'accepteront plus ou ils vont la retourner. Fait que c'est ça, c'est un peu plus complexe. Je ne sais pas, là, je vais vous mettre sur... je peux peut-être répondre. En fait, la raison derrière ça, souvent, c'est que soit des psychothérapies d'exposition, donc d'être en contact avec l'émotion que ça nous fait vivre. Si la personne est en consommation, c'est comme si elle n'est pas tout à fait en contact, donc elle risque de mettre, si on veut, que ça fonctionne n'importe quelle en thérapie. Mais c'est que ça risque, mettons, de diminuer les risques d'un gain potentiel. Puis après ça, une fois que le traitement est fait, vu que c'est très intense, elle l'a comme déjà fait, donc on ne maximise pas les gains que ça peut faire. C'est un petit peu ça l'idée derrière ça. Puis aussi, vu qu'on retouche à des émotions du passé, ça peut comme vraiment exacerber toutes les difficultés. Là. Si la consommation, ben, ça peut faire en sorte que là, je vais quitter en plein milieu d'un traitement intensif, tout ce qu'on revit, toutes les émotions négatives. C'est de s'assurer que la personne a reste dans le traitement. C'est un petit peu ça l'idée derrière. Est-ce que des fois, ils se font médicamenter? Oui, je peux l'avoir. C'est ça, Oui, c'est sous contrôle, ça serait ça un peu l'idée derrière ça. Et c'est à double tranchant parce qu'en maintenant, si on empêche la personne de consommer, ça peut faire d'être dans ces émotions-là, puis de ne pas être dans son cycle de consommation. Mais, en fait, ce que ça soulève, c'est l'intégration. Mais le travail, là, on a un gros problème d'intégration. Les gens disent qu'on fait un travail intégré, mais c'est un travail intégré, chacun de son bord, puis qu'on se parle de temps en temps. Mais ce n'est pas ça, un travail intégré. Un travail intégré, c'est que tout le monde est autour de la table, puis on doit avancer ensemble. Fait, avant de dire d'emblée, dès le départ, ben, peut-être qu'il y a un travail qui est à faire ensemble pour arriver à ça éventuellement. Mais il y a quelque chose de préparation ensemble à faire. C'est un des gros. On t'a rien, puis Michel, il y avait un autre. En fait, c'est un peu tout sur le même sujet, peut-être un petit ajout, mais c'est ça, on a eu plusieurs conférences sur la réduction des méfaits, c'est souvent associé à des trucs assez physiques, là, distribution de matériel sécuritaire, les lieux, c'est des trucs physiques, mais on dirait que c'est le même principe-là que je vois non appliqué dans un aspect psychologique, où si on demande l'abstinence avant de passer à la psychothérapie, c'est-à-dire que là, enlève ton moyen qui te fait survivre, puis après ça, tu te rends en psychothérapie pour un nouveau moyen. Mais maintenant, il y a quand même plusieurs psychothérapeutes qui vont accepter de faire la psychothérapie, mais quand que la personne ne soit pas en état de consommation au moment où elle vient. Puis là, c'est différent quand on parle d'un traitement intensif où on est hébergé pendant un mois, quelques semaines, etc., versus d'avoir des rencontres ponctuelles aux semaines. Et en fait, c'est un peu dans les organismes qui viennent en aide aux victimes, c'est un peu ce qu'ils font dans le fond. C'est que quand tu vas rencontrer ton intervenant, tu ne dois pas être en état de consommation. Ce qui explique pourquoi ils n'ont pas de consommateurs dans le case-là. Puis ils posent pas de questions fréquemment. Pierre-Michel? Oui. Je me dis, je pense que le principe du patient partenaire vous aider vraiment. Même chose avec ici, le psychothérapeute, avait vraiment intégré ce principe de patient partenaire qui arrivait avec la personne et qui disait, bon, voici l'idéal du traitement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que non, je pense pas qu'on va consommer plus. De plus, on va l'essayer. Pensez en premier. Dans le fond, moi, je pense que comme professionnel, nous autres, ce qu'on a à faire, c'est de refléter à la personne ce qu'on pense, ce qui nous donne parce qu'après ça, elle décide. Moi, je pense que c'est ça, c'est que comme petit peu de santé, on a une grosse examen de conscience à faire, puis faire la différence entre le traitement idéal puis le pouvoir d'influence. C'est les deux, c'est pas mal. On avait une mail, on va revenir après. Ben, je pense que c'est juste, je ne comprenais pas c'est quoi le principe de patient.
Non, vas-y. C'est bon. Comment moi je comprends ça, c'est une idée que moi, une professionnelle de réadaptation indépendante, si je suis allé dans je suis amené à des résultats de mon évaluation, mais je vais lui expliquer que, regardez, moi, votre objectif, c'est vous dites que vous voir pour telle affaire. Ce que je remarque, c'est que, si je regarde, je passe tout à de la salle, donc, si vous voulez vous en sortir de vos besoins de manque d'utilisation, de besoins de situation, qu'est-ce que vous en pensez-vous? Comment? Moi, ce que je vois, c'est de sortir de la prescription de moyens. C'est vraiment sortir de la prescription de moyens, puis de se servir des ressources de la personne pour l'aider à avancer. Comment? C'est plus dans l'égalité que dans l'expression d'espace. C'est ça. Tu travailles avec ton client, ton usager, nommons-le comme on veut. Oui, ici, la façon. Il y avait aussi, je pense que ça commençait à faire un milieu hospitalier, puis qui fonctionne, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est super bon. La vocation ici avec la kétamine, microdose, je veux dire. On a peut-être d'aller aussi, chez vous. Et avec un contrôle, par contre, c'est son contrôle, mais oui. Oui. Oui, oui, on aime ça, oui. Parlez fort, parce que les gens à l'écran disaient qu'ils n'entendaient pas. C'est bon. Mis à part les différences organisationnelles entre le communautaire et le réseau, je pense qu'il faut qu'on garde en tête de toujours s'interroger nous-mêmes sur nos biais vis-à-vis de l'un et de l'autre. Parce que dans la collaboration, il y a ça aussi. Puis même si on a des façons de faire qui sont différentes, là, j'ai une désélatrique, ça fait un peu mieux que j'ai dit ça, là, mais j'ai été coupable de ça dans le passé aussi. Puis j'ai remarqué que la collaboration se fait tellement mieux quand nous-mêmes, on arrête de dire ah ouais, mais tu sais, le réseau, je vais les appeler, ça va prendre ci, tout ça. Quand on fait juste faire regarde, on l'accepte, c'est une réalité qui est différente. On a des façons de faire qui sont différentes. Mais comment on peut justement aligner ça ensemble? Parce qu'en bout de ligne, on a tous dans le fond, le désir que la personne a mieux. Si on fait juste se ramener à la personne, faire comme hey, non, mais là, on a le même but en bout de ligne, c'est d'aider la personne, puis de juste mettre de côté un peu nos propres biais par rapport à différentes organisations. Tout à fait. Oui, excellent. D'autres réflexions, commentaires? C'est pas possible. Si vous n'avez rien d'autre, je vous apporte rien. C'est le 15 novembre, finalement? Oui, c'est le 15 novembre, c'est ça, exactement. Merci.